Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. La tension s'est accrue à l'Assemblée nationale depuis quelques jours et ce matin, les députés en sont venus aux mains en pleine séance plénière, quelques jours après avoir tenu des propos polémiques sur Serigne Moustapha Sy. La députée Aminyaï a été giflée ce matin à l'Assemblée nationale par son collègue Massata Samb. S'en est suivi une violente bagarre. Retour sur ces scènes de violence dans ce journal. Et puis les réactions n'ont pas tardé du côté des députés. Adi Mbergane Kanouté, vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, annonce une plainte de l'Assemblée nationale. Sa réaction à suivre tout à l'heure. Et puis on poursuit notre série de reportages sur le parc Nyokolokoba. On vous ouvre ce soir les portes du village de Djenou Diala, à proximité du parc et où les femmes s'impliquent beaucoup dans la préservation du parc. Ce sera en fin d'édition. Les Lions d'Aliou Cissé préparent les huitièmes de finale contre l'Angleterre. Ils ont effectué une séance d'entraînement ce jeudi à Doha. Youssouf Sabali et Nampalis Mendy étaient absents. Voilà pour les titres. Tout de suite, développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. L'Assemblée nationale, théâtre de violences inédites. Ce matin, lors d'une séance plénière, un député de l'opposition a giflé une députée du pouvoir. S'en est suivi une violente bataille rangée entre les deux camps, obligeant le président de l'Assemblée nationale à suspendre la séance. Cela s'est passé devant le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, présent pour le vote du budget de son ministère. Abdoulaye Kassé revient sur ces violences. Cette fois-ci, l'Assemblée nationale a vraiment touché le fond. Qui l'eût cru? En pleine plénière, des députés en viennent violemment aux mains. Amina Ndiaye Djoum, plus connue sous l'acronyme d'Amin Ndiaye Nibi, du nom de la localité qu'elle représente, a fait les frais de ses propos jugés acerbes contre Serigne Moustapha Sy, président du Parti de l'Unité et du Rassemblement. C'est un des disciples du guide spirituel du mouvement des Moustarchidines qui lui a asséné de violents coups auxquels se sont ajoutés ceux d'autres députés de l'opposition. Une scène de chaos qui a fini par embraser l'hémicycle. S'ensuit dès lors une bataille rangée teintée d'invectives et de propos en bas de la ceinture. Ce spectacle désolant qu'offre la 14e législature, vendue comme celle de la rupture comparée aux précédentes. Le député en question se nomme Massata Samb, l'un des 7 parlementaires du département de Tivaouane élu sous la bannière de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi lors des législatives du 31 juillet dernier. Jeune, dynamique et fougueux, l'homme du jour à l'origine de la suspension de la séance par le président de l'Assemblée nationale est un riche dentiste bien connu dans la cité de Maodo qui s'est formé dans le tas. Il a hérité du savoir-faire en côtoyant son père comme la plupart de ses frères qui exercent également cette discipline médicale. L'incident de ce matin, pendant le passage du ministre de la Justice et garde des Sceaux, ternit à jamais l'image de l'Assemblée nationale et celle de toute la République. Et puis l'Assemblée nationale va porter plainte contre le député qui a violenté sa collègue. C'est ce qu'a fait savoir la parlementaire Adi Mbergane Kanouté qui condamne cette violence. Nous l'écoutons au micro d'I-Radio. Oui, vous avez suivi ce qui vient de se passer en direct à la télé concernant ce député de Yewwi Askan Wi qui a tapé notre honorable collègue député Amin Ndiaye Nibi. Donc nous déplorons donc une telle attitude. Mais également, nous condamnons fermement ce qui vient de se passer. Et vous conviendrez avec moi que c'est un manque de respect à l'endroit de la femme sénégalaise. Nous devons bannir les violences dans l'hémicycle. Nous avons assisté à des violences verbales, mais aujourd'hui, nous assistons à une violence physique. Et cela, nous ne laisserons pas passer. En tout cas, nous les femmes du groupe Benno Bokk Yakaar, nous condamnons énergiquement. Également, nous sommes en train de réfléchir donc sur les voies et moyens pour que
ce collègue député de Yewwi Askan Wi soit sanctionné sévèrement comme il le mérite dans la mesure où nous sommes dans du flagrant délit. Et le juriste Sankou Fati, coordonnateur du collectif des organisations de la société civile, parle de flagrant délit et estime que cet acte doit être sanctionné par la loi. Il était l'invité de Keno Askan Wi sur ITV. Le voici avec El Hadj Malick Cissé. Doublement triste parce que d'abord c'est la sacralité du lieu, parce que c'est une institution, c'est une des hautes institutions. Parce que dans un état de droit, il y a les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Donc, cette scène se passe dans un haut lieu sacré d'un état. Et deuxièmement, cette image-là, c'est des violences faites aux femmes. C'est une femme qui est la victime. C'est une femme qui a été frappée. Le monde entier, on a vu la réaction des femmes à travers les réseaux sociaux. Quand une femme est violentée, c'est toutes les femmes du monde qui sont violentées. Donc c'est un recul par rapport, disons, à notre image de pays de démocratie, où la femme, dans nos croyances, la femme est un être sacré, un être à qui on doit tout le respect du monde. Vous savez, bon, ce haut lieu, effectivement, revêt, disons, une protection en raison de sa majesté légale. Donc le député est couvert par l'immunité parlementaire, mais cette immunité a une limite qui est de la Constitution et qui est rapportée dans la loi organique portant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, mais cette immunité ne met pas le député à l'abri de ce que moi je considère comme un flagrant délit de violence et voie de fait. Parce que la violence, surtout que si ça, je dis, peut être sanctionné, peut être traduit en justice pour flagrant délit, parce que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée qui le dit. Et puis la confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr aura lieu le 6 décembre prochain devant le doyen des juges. Une nouvelle étape dans l'affaire opposant le leader du PASTEF à la masseuse qui l'accuse de viol. Une affaire qui intéresse particulièrement les Sénégalais. Ils ont donné leur opinion dans ce reportage de Madia Diop et Sidina Mbaye. Ce 6 décembre, le doyen des juges confrontera Ousmane Sonko à Adji Sarr. Une nouvelle étape dans cette affaire qui tient en haleine les Sénégalais. Certains veulent que le droit soit dit, car 14 personnes sont mortes. Mais vous savez, ce procès a tenu en haleine tout un pays. Il y a eu 14 morts, il ne faut pas occulter ce fait. Il y a eu beaucoup de cas, il y a eu en tout cas un procès que tout le Sénégal attend. D'un côté, on dit que c'est un complot, de l'autre côté, on dit que c'est des faits qui sont avérés. Et le peuple sénégalais a besoin vraiment de savoir la vérité. La décision est attendue avec attention, même si le pessimisme habite certains. Ça n'apporte rien au Sénégal à part des morts. Qu'on l'arrête et que chacun soit fixé sur son sort, ça n'a aucun rendement et on n'a pas confiance en la justice. Ce sireur, quant à lui, pense que cette affaire doit vite finir car d'aucuns en profitent pour se remplir les poches. La justice doit être équitable envers les deux. Je veux que ça finisse car des gens en profitent pour avoir de l'argent. Des enseignants, des chroniqueurs, même sur Facebook, les gens se remplissent les poches. Le 3 novembre dernier, Ousmane Sonko avait été entendu sur le fond du dossier. Et pour ce 6 décembre, certains Sénégalais espèrent que ce sera la fin de cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et de sang. La carte nationale de presse exigible à partir de ce 1er décembre à tous les journalistes et techniciens de presse. Les journalistes se réjouissent de cette situation, même s'ils estiment qu'il y aura forcément un impact sur leur travail. Émile Dalissar et Seleman Diallo se sont rendus dans des rédactions. Voyons leur reportage. Depuis l'annonce de l'exigibilité de la carte de presse nationale, les journalistes sont partagés à ce sujet. Ce journaliste à 7TV apprécie cette décision. Selon lui, le délai a été suffisamment long pour permettre à tout journaliste et technicien d'aller déposer. Les journalistes, en général,
était au courant que la date butoir, c'était le 1er décembre. Alors, c'est entré en vigueur. C'était aussi une possibilité, entre-temps, de permettre aux journalistes d'aller déposer, pour ceux qui n'avaient pas leur carte, d'aller la récupérer, pour ceux qui n'avaient pas déposé, d'aller quand même le faire. Alors, étant donné que c'est une mesure qui est en vigueur, je crois que c'est salutaire. Et c'est à partir de là qu'on va commencer quand même à faire, je ne dirais pas un nettoyage, mais au moins un toilettage pour savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et ça permet maintenant à ces derniers qui ont la carte d'être fiers et de reconnaître qu'ils sont valables. Kadior Cissé fustige tout de même l'attitude de certains journalistes qui ont traîné les pas. Il fallait le faire parce qu'il faut rappeler qu'ils l'ont repoussé à plusieurs reprises pour permettre au maximum de journalistes de pouvoir s'en procurer. Et le temps a été suffisamment long pour pouvoir le faire. Maintenant, des gens comme moi qui faisons toujours dans ce que les Sénégalais disent, attendre jusqu'au dernier moment pour pouvoir le faire. Moi, j'en fais partie. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore ma carte. Je fais partie des derniers à pouvoir formuler la demande. C'est un manque de rigueur de notre part. Mais je pense que c'est quand même raisonnable de pouvoir entamer, de faire entrer en rigueur cette mesure parce qu'il est temps quand même que ça puisse s'appliquer. Une situation qui ne sera pas sans conséquence. C'est du moins l'avis de ce journaliste à Sénéweb. L'impact négatif, ce sera beaucoup plus du côté des journalistes qui ne se sont pas levés à temps pour aller chercher la carte nationale de presse. Et je pense que pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, il faut le faire parce que si les institutions s'y mettent, il sera un peu compliqué pour ces journalistes-là d'accéder par exemple à l'Assemblée nationale. On a vu la gendarmerie faire la remarque aux journalistes hier pour leur dire que les personnes qui ne sont pas détentrices de la carte nationale ne pourront plus accéder à l'hémicycle. Donc, si les autres institutions, privées comme publiques, font de même, il sera nécessaire pour tout journaliste de détenir la carte nationale de presse. Même si nos confrères approuvent la mesure, ils espèrent tout de même une nouvelle dérogation. Et puis une délégation de journalistes, de Reporters sans frontières et de la coordination des associations de presse a rendu visite au journaliste Pape Alé Niang, détenu depuis plusieurs semaines à la prison de Sébikotane. Le directeur général de Reporters sans frontières demande à Macky Sall de faciliter la libération du journaliste. C'est l'image même du Sénégal qui est en jeu selon Christophe Deloire, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Seck. C'est assez désastreux pour le Sénégal qu'un journaliste se retrouve aujourd'hui en détention. Je me souviens que le président sénégalais Macky Sall, lorsqu'il a pris ses fonctions, s'est engagé à ce que, pendant l'exercice de son pouvoir, de ses mandats, aucun journaliste ne soit placé en détention. C'est un engagement qu'il a souscrit aussi devant moi, lorsque, à Paris, au Forum de Paris pour la paix, c'était le 11 novembre 2018, je m'en souviens très bien. Il était là avec des chefs d'État et de gouvernement pour lancer le partenariat sur l'information et la démocratie. On avait tenu à ce que le Sénégal fasse partie de ces premiers États. Et il avait renouvelé cet engagement. Et cet engagement, ce n'est pas un petit engagement. Et là, il y a une infraction évidente et extrêmement regrettable à cet engagement. Et nous l'appelons solennellement aujourd'hui à mettre fin au plus vite à cette infraction à son propre engagement, qui est un engagement qui est important pour lui et qui est plus important encore pour le Sénégal. Le Sénégal, ça doit être un exemple. Donc il faut se rendre compte de l'impact de telles incarcérations et des effets négatifs qu'ils peuvent avoir sur la liberté de la presse et la démocratie dans les pays de la région au-delà. Ses collègues, ses confrères, ses consoeurs sénégalais, sénégalaises se sont battus pour lui. Si cette situation, elle devait continuer, nous l'amplifierons et nous porterons de manière plus forte sur le plan international cette situation intolérable.
Et puis, il y a un an, jour pour jour, Busby, le jour, vous voyez, le jour, 65 jours d'existence pour le quotidien d'information du groupe Omedia Invest qui s'est imposé dans le paysage médiatique sénégalais. Le directeur de publication et ses collègues ressentent une grande fierté de voir leur bébé grandir. Mama Seynabou Babou et Moussa Fall sont allés à la rédaction du quotidien Busby. Regardez. Le nouveau quotidien du groupe immédiat à 100 francs. Un an déjà que le quotidien Busby le jour livrait sa première parution au public. Face à plus de 20 journaux dans le paysage médiatique, le quotidien du groupe Media Invest a su se démarquer en moins d'une année, affirme le directeur de publication, qui revient sur la particularité du journal. Avec des titres très recherchés, qui nous ont plus ou moins distingués alors qu'on s'y attendait le moins. Des titres également qui reflètent un peu la curiosité du public. Quand on va vers les certains kiosques ou bien quand on passe devant, on voit les gens s'accrocher sur les titres. Et le contenu, c'est également une autre dimension de notre projet, en même temps aussi du défi. Et puis, le format. Nous avons trouvé tous les formats, mais nous avons habillé autrement. Nous avons trouvé un nom également qui séduisait beaucoup. Elle est partagée entre joie et satisfaction à chaque fois qu'elle reçoit des retours positifs du quotidien qui souffle à peine sa première bougie. Un sentiment de fierté parce que c'est pas évident de cheminer un an de quotidien. C'est pas donné à tous les quotidiens de suivre une année. En fait, aujourd'hui, c'est la fête. On est fiers. Il y a encore des défis qui restent à être relevés. Les gens nous attendent sur des dossiers, des reportages, des enquêtes de fond. Nous allons nous atteler à travailler pour vraiment maintenir ce flambeau parce que nous avons des retours, de bons retours. Les gens apprécient le produit. Ce n'était pas évident. On a fallu se battre pour arriver à ce stade-là. Adama fait partie des journalistes qui ont signé le numéro 0 de Busby. Selon elle, c'est grâce au travail de groupe que le journal a pu s'insérer facilement. Si Busby a su s'imposer, parce qu'il y avait une cohésion dans le groupe. Ici, on travaille en groupe parce qu'il y a la radio qui participe, il y a le site internet, il y a tout le monde qui participe. Donc, du coup, ça donne un autre visage à Busby. Et tout le temps, il y a des papiers très fouillés, très approfondis, grâce à un travail de groupe. Donc, c'est un sentiment de fierté pour tout le groupe, et particulièrement pour Busby et aussi à toute l'équipe et à notre coordonnateur Amat, qui manage bien lui aussi. On lui tire un chapeau. 12 mois et le quotidien Busby le jour donne déjà satisfaction à sa direction générale, mais également aux lecteurs. Même si son directeur de publication reconnaît qu'il leur reste des défis à relever. Mais maintenant, puisque vous parlez justement de la rentabilité, c'est maintenant que nous nous interrogeons sur la rentabilité du journal. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous nous interrogeons également sur est-ce que notre cible potentielle, nous l'avons atteinte. Troisièmement, c'est est-ce que le créneau éditorial que nous avons investi, nous allons l'approfondir ou pas. Mais je crois qu'à toutes ces questions, oui, il y a une volonté réelle, n'est-ce pas, de marquer son empreinte et puis en même temps aussi de définir son périmètre éditorial. Le quotidien Busby le jour fait des titres accrocheurs, des dossiers approfondis, des reportages inédits, mais aussi une ligne éditoriale juste et équilibrée. Joyeux anniversaire à ce joyau du groupe E-Média. Et puis la transparence est globalement respectée dans les marchés publics au Sénégal. En tout cas, c'est ce qui ressort du rapport 2020-2021 de l'autorité de régulation des marchés publics. Le rapport révèle également que sur 30 000 marchés, 67% ont été remportés par les entreprises nationales. Le directeur de l'ARMP a procédé à la présentation de ce rapport hier, mercredi. Plus de détails avec Aliou Sow. Dans son rapport 2020-2021, l'autorité de régulation des marchés publics révèle que le Sénégal passe à 30 000 marchés par an, des marchés qui tournent autour d'un budget de 2 500 à 2 600 milliards de francs CFA, d'après son directeur général. Et sur ce budget de la commande publique, on peut retenir aussi que 67% est financé sur le budget national.
et que sur le budget national, il est retenu que seules les entreprises nationales ou communautaires peuvent soumissionner. Sauf si l'envergure de la prestation est telle que les entreprises sénégalaises ou communautaires n'en ont pas l'expertise. Des marchés transparents, souligne Sayer Niang, le directeur général de l'ARMP, affirme que le Sénégal respecte les recommandations de l'UEMOA avec des ententes directes qui tournent autour de 4 à 5% en 2020 et 2021. Les marchés de travaux représentent à peu près 85% du budget de la commande publique et que les appels d'offres représentent près de 82 à 85% des marchés. Les ententes directes, le Sénégal est autour de 4% et 5% en 2020 et en 2021. Donc, on peut retenir que globalement, la transparence est respectée dans les marchés publics. L'autorité de régulation des marchés publics recommande par ailleurs aux entreprises communautaires d'aller vers une entente. Objectif, être plus compétitif sur le marché. Si 67% des marchés, et ce qui est confortable, sont entre les mains du secteur privé national, encore une fois, comme je l'ai dit, seul ou en groupement, on peut arriver peut-être à l'améliorer, à aller vers 80%, 85%. Les recommandations, encore une fois, il faut que toutes les autres contractantes jouent le jeu correctement. Mais le secteur privé également, nous les encourageons davantage à aller en groupement. 18% des marchés des entreprises sont remportés durant les 2 dernières années par les entreprises chinoises, suivies des entreprises turques et françaises qui sont autour de 4%, et ensuite les Allemands, les Marocains et les Émirats arabes unis qui sont de 3%. Le directeur général de l'ARMP regrette par ailleurs le retard de la publication des marchés publics de certaines entreprises. Et puis ce 1er décembre est célébré la journée mondiale de lutte contre le sida. À Mbour, il n'y a pas eu de festivités, mais cela n'a pas empêché les personnes vivant avec le handicap de se retrouver. Ils demandent un accompagnement dans le traitement, surtout pour les orphelins. Voici une personne vivant avec le sida et membre de l'association Takuligé au micro de Muntagakan. structure bi ñu ngi fiy ñëw di ko fréquenter ARV ñu ngi koy am ñun li ñu sonal mooy bilan de suivi ak infection. Nous fréquentons cette structure de santé en tant qu'association des personnes vivant avec le sida. Les ARV sont disponibles, mais notre principal problème, c'est la cherté des bilans de suivi et des ordonnances liées aux infections opportunistes. Depuis que le Fonds mondial s'est retiré du programme, les difficultés nous submergent. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités territoriales et autres et les bonnes volontés afin de nous venir en aide. Nous avons même un compte bancaire à cet effet. Il y a beaucoup d'enfants orphelins de père et de mère. Nous peinons à les accompagner dans leurs soins. Nous éprouvons aussi d'énormes difficultés pour acheter nos médicaments. C'est ce qui explique le nombre croissant de perdus de vue et d'abandon. Beaucoup de nos camarades préfèrent rester chez eux que de revenir sans avoir eu à acheter leurs médicaments. Et l'on poursuit la série de reportages sur le parc Nyokolokoba. Ce soir, on vous amène dans le village de Djenou Diala, situé à proximité du parc. Et dans ce village, les femmes tiennent à la préservation de ce patrimoine mondial de l'UNESCO en péril depuis 2007. Et pour y arriver, elles ont choisi l'agroécologie. Papa Ibrahim Ndiaye et Serine Salioudem. Son réveil se passe toujours dans la douceur, sur un faux rythme, mais qui cache à peine le dynamisme de ses habitants. Un dynamisme qui se conjugue forcément au féminin au cours de la journée. Dans ce village, au quotidien, elle marche dans le sens du progrès écologique. Et d'ailleurs, comme la plupart des villages
proche du parc de Nyokolokoba. À Djenudjala, ce sont les femmes qui incarnent la lutte contre la coupe abusive de bois. Parce que banté buñu daggé banté lool même ñun ñi daf ñuy sonal parce que bu garab yu mag amul ci àll bi duñu am taw bu mat te taw bu amul ñun lay gëna sonal parce que ñun ci mbéy mi lañuy dund suñu jur yi tamit fofu lañuy dund par ko ne aben nafar ne kende nga nafaje parce que nje nafale do kono jant yo par ko ni mba nafa nga nafajele tay groupement musolu fo kontan dorong mba kontandi wala ke par ko ni mala fi fara ironi te yese la fi tale kana irol se ye irol tuje. Pour éviter qu'elle retombe dans les travers de la pression sur les ressources naturelles, les femmes de Djenudjala sont appuyées par les parcs nationaux. Les femmes se sont regroupées en GIE. Après, on a cherché des financements, des partenaires pour financer les activités génératrices de revenus. Par exemple, nous avons l'agroécologie, nous avons aussi l'élevage. Le projet est à saluer et des défis sont à relever. Même si nous voulons liggéey amuñu ndox premièrement amuñu transformation amuñu dara parce que forêt yi indi jàppale ñu ne ba ñu indi kii bi projet bi ñun tamit jàpp naa ñaar loxo parce que loolu moo nekk suñu avantage ak suñu doom yi ak suñu xale yi yëpp moo nekk suñu avantage. Sur la question de l'eau, ce puits en construction est un début de solution. Un brin d'espoir, symbole de joie pour les femmes de Djenudjala, des pionnières dans la préservation des ressources du parc national de Nyokolokoba. Les Lions ont effectué une séance d'entraînement ce mercredi à Doha. Les titulaires du match contre l'Équateur étaient tous présents à la séance, à l'exception de Youssouf Sabali et Nampalis Mendy. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Doha, Saïkou Seydi et Serine Salioudem. Cheikhou Kouyaté ne s'est toujours pas remis de sa blessure. Il n'était pas présent à la séance collective de ce mercredi au Duel Handball Sport Hall. Nampalis Mendy et Youssouf Sabali, qui étaient aux soins, ont également été absents. Il n'y a pas eu d'exercice particulier durant les 15 premières minutes autorisées à la presse. Quelques tours de terrain, des touches de balle et des mouvements pour réveiller les muscles. On peut constater la cohésion du groupe, une équipe soudée et très confiante avant d'affronter les Three Lions le dimanche prochain. Tout le monde s'implique à l'entraînement. Même ceux qui n'ont pas joué la moindre minute durant les 3 premiers matchs se donnent à fond. Aliou Cissé est à un match de l'objectif qui lui était assigné en abordant ce mondial, qui est de qualifier l'équipe au moins en quart de finale. Son adversaire est considéré favori par tous les observateurs, mais les Lions gardent tout de même une chance de passer. Cette chance réside également sur le caractère qu'ils ont montré en phase de poule. Les Three Lions que les Lions connaissent très bien également, certains d'entre eux qui ont eu à évoluer dans le championnat anglais. Ça va quoi s'attendre ce dimanche? Famara Diédhiou et Loumdiaye sont très confiants. Ils étaient dans la zone mixte après la séance d'entraînement. Je vous propose de les écouter. Il faut un maximum de concentration. On sait très bien que ça ne va pas être facile face à une belle équipe anglaise. Une équipe qui a déjà remporté la Coupe du Monde et qui a été finaliste de l'Euro. Donc voilà, à nous de croire en nous et de faire le maximum. On sait très bien que ça ne va pas être facile. Après, de notre côté, on essaie de se donner le maximum à l'entraînement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était un peu relax, mais bon, ça ne nous donne pas... On ne va pas se relâcher parce qu'on sait ce qui est devant nous. Donc à nous de faire le maximum. Il faut juste croire en nous.
c'est le plus important, c'est de croire en nous. On sait très bien que c'est une équipe pas facile à jouer. Donc on a toutes nos chances aussi. Donc à nous de faire le maximum. Et après, on verra. On a tout, mais non, mais ça donne encore plus de la motivation. Ça donne de la motivation parce que voilà, comme vous avez dit, il y a une dizaine de joueurs qui jouent en Angleterre. Voilà, ça va être une belle affiche. Je pense qu'eux aussi, voilà, ça va leur donner envie de jouer. Comme j'ai dit, à nous de prendre nos chances. Bah, tout d'abord, le groupe il vit bien et qu'on est concentré. Aujourd'hui, vous avez vu le début de l'entraînement, comment ça s'est bien passé. Et on a un bon état d'esprit et on est conscient de match qui va suivre bientôt, Inch'Allah. Bah, c'est un match, on ne s'est rien dit, on était juste contents. On était dans les vestiaires, certes on faisait la fête, mais juste un petit peu et on reste concentré parce qu'on est des professionnels et on sait que tous les matchs sont importants parce que nous on est venus pour jouer des finales. Tout le monde sait qu'on parle d'une Coupe du Monde, que rien ne va être facile et on est toujours prêt. Le Sénégal qui va jouer les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde au Qatar face à l'Angleterre. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.